Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes ici en direct sur KSL France et Christelle qui vous emmène. Nous sommes actuellement ici face à cette mobilisation prévue ce matin qui a démarré vers 6 heures. On peut le faire, il faut réunir tout le monde, il faut qu'on se batte tous ensemble, mais on doit les plier. Il faut que les salariés reprennent le pouvoir sur certaines bureaucraties syndicales qui essayent de nous imposer leur plan de bataille qui est foireux. Voilà. Bonjour, je vous le montre. Regarde, il est magnifique. Il n'y a que ceux qui l'ont pas lu qui le critiquent. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils nous critiquent comme étant des planqués, comme étant des bons à rien, des privilégiés, parce qu'on a un statut. Ce statut, il est de 1948. Il est plus vieux que moi, de 20 ans. D'accord? Il est toujours d'actualité. Il nous sert tous et toutes pour défendre mieux les conditions de nos travailleurs, de nos salariés, de nos collègues, de nos agents à RATP. C'est lui, quand on vous parle du code du travail, nous, ce n'est pas le code du travail, c'est le statut. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent d'arriver sur ce direct. Nous sommes en direct de Paris. Ils veulent nous faire crever. C'est pour Côté ça de porte de Clignancourt au 29 rue Béliard. Social territorialisé. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est quoi? C'est notre volonté de ne pas tomber dans des filiales, de ne pas nous retrouver dans des conditions de travail dégradées. Pourquoi on nous en veut? Parce qu'on a ça. Ça, c'est mieux que le code du travail. Ça permet à chaque syndicaliste de faire son travail correctement. Ça, c'est ce qui fait plier la boîte. Ça, c'est ce qui nous permet d'aller au tribunal. Ça, c'est ce qui nous permet de gagner. Et pour ceux qui n'y croient pas, nous, on est un petit syndicat dans cette entreprise. Mais on a une grande volonté. On a été au tribunal pour le faire appliquer et pour dénoncer des articles qui étaient déjoués. On nous parle de l'Europe. On vous parle de l'Europe comme étant quelque chose de bien. Mais c'est bizarre. C'est bizarre à la RATP. Quand ça ne l'arrange pas, elle n'applique pas les règles européennes. Je vous rappelle juste une chose, le combat qu'on a mené sur les congés traités. Les congés qu'on nous volait quand on était malade, quand on avait des maladies professionnelles, quand on était un accident du travail, quand on était un accident du trajet. Et ben c'est grâce à ça qu'on a été au tribunal. Et c'est avec ça qu'on a gagné. On nous a rendu nos congés. Donc à tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui ne sont pas là, tous ceux qui ne se sentent pas concernés, vous allez faire quoi quand vous serez dans les filiales? Vous croyez qu'on va être là à vous défendre? Là-dedans, il y a tout ce qui vous permet de vivre mieux. Que ce soit la maladie, que ce soit vos conditions de départ. C'est les articles 43 suivants. Apprenez-les, ce statut. Au lieu de dire il ne sert à rien, ce statut il protège. Les articles 43 suivants, ils disent quoi? On ne peut pas nous licencier, on est protégé. C'est ça qu'il faut faire entendre. On est protégé. Aujourd'hui, personne ne branche. Des inaptes sont virés jour après jour. Qui dit quoi? Qui fait quoi? C'est le statut qu'il faut regarder. C'est le statut qu'il faut faire appliquer. La RATP, elle n'a pas tous les droits. Si on connaît nos droits, on se défend. Et si on ne fait rien, ben demain, quand on sera en filiale, il ne faudra pas se plaindre. On pleurera ce statut. Et on dira, on était bien avec ce statut. Où sont les conducteurs? Où sont les offensés du métro et du RER? Ils sont là? Eh ben tant mieux, parce que c'est ici qu'ils doivent être. Merci à eux. Quand j'entends les discours politiques, je me dis, mais en fait, les salariés s'intéressent à quoi? Jusqu'à quand on va se laisser bafouer? Jusqu'à quand on va se laisser insulter? Jusqu'à quand on va laisser les patrons faire ce qu'ils veulent? Jusqu'à quand on va laisser la RATP se diviser, faire son puzzle et vendre pièce après pièce? On vous parle de la concurrence, on vous dit c'est pour dans longtemps, on ferait. On vous dit abus, c'est pour demain. Mais moi je vous le dis, c'est déjà là la concurrence. Les business units, le CST, quand il va se mettre en place, on va faire quoi? On dira quoi? On s'est battu?
Ben nous, on est venus pour ça, pour se battre et redonner confiance aux salariés. Alors soyez fiers de ce que vous faites aujourd'hui, le 17 décembre. Et continuez ensemble à lutter contre cette casse sociale territorialisée. Merci. Merci les amis. Je vais passer la parole à Didier. Didier d'Aubervilliers. Bien mon poteau. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour mes camarades. C'est qui la force de ce pays? C'est qui produit les richesses? D'accord? Eh bien, moi je ne veux pas parler de statut, je ne veux pas parler de ce truc comme ça, je vais parler de services publics, les hôpitaux, les écoles, l'hôpital, les pompiers. Non, il y en a une partie que j'aime pas dans les services publics, c'est pas grave. On les connaît parce qu'ils nous matraquent. Donc voilà, je ne vais pas les citer, mais on va les reconnaître. Sachez mes frères, mes chers camarades, si on est là aujourd'hui, c'est pour un service public. Nous, on défend le service public, pas le patronat et pas le capitalisme. Ils veulent nous apprendre plein les poches. Nos richesses, nos bras, notre force de travail, eh bien, elle n'est pas à négocier. Elle n'est pas à négocier sous aucun prétexte, ni de filialisation, ni de privatisation. On a un vrai pouvoir dans ce pays. On a un vrai pouvoir, le prolétariat. C'est nous la force de ce pays. Et on ne se laissera jamais abattre. J'ai des enfants. Et jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour eux. Merci les camarades. Je vais passer la parole à Monsieur Davoise. Nous, Tarek. Attends. Tarek. Parce que là, il y a... Tarek. Donne-moi, fais le tour. Vous voyez des prises de parole ici. Alors depuis ce matin vers 6h, on commençait... Vas-y, bon. Les camarades, il ne faut pas hésiter à prendre la parole, c'est le moment ou jamais aujourd'hui pour se rendre par nos centrales. C'est le moment de prendre la parole, parce qu'aujourd'hui elle est à nous la journée. Elle est aux salariés, syndiqués ou non syndiqués. Je laisse parler Tarek. Tarek qui prend la parole. Ce qu'il a dit, Fawzi, c'est pas aujourd'hui que c'est à nous, c'est tous les jours ils sont à nous en vrai. Tous les jours ils nous appartiennent, l'entreprise nous appartient. Donc je vais finir... Hassan, t'es où là? Hassan de Solidaire. Hassan! Lazare! Voilà. Bon bref, je vais finir avec ce que je lui disais là. Parce que là aujourd'hui on est là pour quoi? Pour soi-disant un CST ou je sais pas quoi qui va être mis en place. Moi je vais vous poser une question. Parce que logiquement... Il y a des collègues machinistes ici, mais j'en vois pas beaucoup. Je vois que des délégués syndicaux, la plupart relevés la plupart du temps. Donc c'est dommage. C'est bon, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je parle en général, s'il te plaît. Tu prendras la parole après. Je vois pas de machinistes receveurs ici. D'accord? Combien vous êtes? Il y en a combien? Levez la main. Ok, d'accord. Ça fait plaisir. Vous avez tous pu voir sur les réseaux un soi-disant protocole ou accord signé. On est d'accord? Vous êtes en colère. Vous l'avez lu ou pas le protocole? D'accord. Est-ce qu'il nous concerne ce protocole? Non. Ben non. Puisque c'est un accord de la branche, de la convention du transport. Comme il a dit le collègue Reda tout à l'heure, nous on dépend du statut, hein. On a l'EPIC RATP. Donc ce que les gens disent en balançant ce message sur les réseaux, c'est attention, on va avoir droit à ça.
Mais à ce que je sache, l'ouverture à la concurrence, elle est actée au 31/12/2024. On est bien tous d'accord ici. Donc ça veut dire, quoi qu'il arrive, on va y avoir un droit à ce putain d'accord de branche. On est d'accord ou pas? Donc pourquoi on nous fait peur en nous balançant un torchon sur les réseaux? Parce que moi, ce torchon, je l'ai imprimé. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est un torchon. Il est mal écrit, on voit rien. Et les mecs consignés, on dirait, on sait même pas s'ils savent écrire. Ok? Donc maintenant, on nous balance ça sur les réseaux pour nous faire comprendre. Écoutez les gars, il faut qu'on trouve un accord au sein de l'EPIC RATP. Pourquoi faire un accord au sein de l'EPIC RATP vu qu'on a notre statut qui court jusqu'au 31/12/2024? C'est encore une merde balancée pour nous faire peur et nous faire avaler une pilule qu'on essaye de nous mettre. Donc à ce jour, on garde notre statut jusqu'au 31/12/2024 et éviter de nous faire flipper avec un CST ou pas. Il n'y a pas de CST à voir à l'EPIC RATP. Mais à ce que je sache ici, là, moi je vois que des machinistes receveurs ici. Il n'y a pas de machinistes receveurs aujourd'hui. Il y en a? Tu l'as eu l'accord de branche? Encore. Pas encore? Pourquoi t'es là alors? Dis-moi. Vas-y, je te pose la question. Pourquoi t'es là? T'es là pour combattre quoi? Mes trois. Et les trois de mes enfants. C'est ça. Voilà. D'accord. Ah les gars, à un moment donné, on est là pour se mettre ensemble, on n'est pas là pour dire. Je te dis un truc. On a eu la Allô. on a pour spécial, Ahmed. les mecs sont en grève. Ahmed, les gens ils sont là, ils n'ont pas compris. Non mais mon discours, je le finis. Me dis pas cousin. Me dis pas cousin, il y a plein de gens qui me fument ici. Je veux pas partir en couille au micro, Ahmed. D'accord? J'ai la parole, tu me casses pas les couilles. Tu me casses pas les couilles. Tu me casses pas les couilles. Comment ça? Je n'ai rien à foutre. Justement, je suis en train d'expliquer certaines vérités que les gens n'ont pas compris. On va donner la parole à Olivier Davlas. Et après, ça sera au tour d'Anas. Bonjour à tous les camarades là ici présents, tous les grévistes, à vous tous qui êtes ici, quelle que soit votre entreprise, la RATP, la SNCF, les autres. Oui, si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, vous le savez tous, ça a été dit par mes prédécesseurs qui ont pris le micro, c'est le démantèlement de l'EPIC RATP au profit des entreprises concurrentielles. La question de savoir, accord de branche, il n'y a pas d'accord de branche. Il y a un cadre social territorialisé qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2025 pour les 16 000 machinistes receveurs de la RATP. Et je dis bien les 16 000 machinistes receveurs. Pour les autres, il n'y a que dalle. Sauf que le cadre social territorialisé, c'est très simple. Pour les machinistes receveurs, à partir du 1er janvier 2025, ce sera 230 heures minimum de travail en plus par an. 230 heures, ça équivaut à 1 mois et demi de travail supplémentaire. L'autre aspect des choses, la grille de salaire, la rémunération, avec la pente d'échelle, sera divisée par 3 une fois que nous serons transférés dans les filiales. C'est pour ça que vous êtes mobilisés aujourd'hui. C'est pour dénoncer tout ça. Donc, il ne s'agit pas ici de nous diviser en disant ici il n'y a pas de machinistes receveurs, moi des machinistes receveurs j'en vois plein. Dans le Val-de-Marne, les dépôts de bus sont massivement en grève aujourd'hui. Voilà, ça il faut le savoir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Nous essayons, et à travers vos luttes, sont le point d'appui de nos perspectives revendicatives. Nous avons un objectif, c'est celui que la RATP ne soit pas démantelée. C'est celui que le décret du cadre social territorialisé, ce qu'on appelle ici la casse sociale territorialisée, l'expression est bonne, et je la prends, c'est de faire en sorte, nous avons encore des luttes à mener pour faire en sorte que ce décret soit morné. Il ne doit pas s'appliquer. Nous refusons catégoriquement
En tout cas, c'est le cas pour la CGT. Nous refusons catégoriquement d'avoir à travailler 1 mois et demi de plus par an avec une pente d'échelle des salaires qui sera au point mort. Le cadre social territorialisé que veut nous imposer le gouvernement et IDFM, c'est des salaires à la baisse, c'est des retraites amputées, puisque le calcul de la retraite se fait sur les 6 derniers mois. Tout à l'heure, on a un camarade là qui a brandi le statut du personnel, l'annexe sur les retraites du statut du personnel, le calcul de la retraite c'est sur les 6 derniers mois. Quand vous serez transféré, admettons 2000 € bruts par mois en 2025, vous resterez à 2000 € par mois jusqu'à votre retraite. Ce qui fait qu'au lieu de toucher une retraite d'environ 16 ou 1700 €, vous ne toucherez plus que 1200 ou 1300 € jusqu'à la fin de vos jours. Voilà ce qu'est l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence, c'est la concurrence entre nous tous. Il faut donc que nous soyons tous unis dans la lutte pour contrer ce projet de démantèlement de l'EPIC RATP. Aujourd'hui, on peut considérer que nous entrons dans une phase nouvelle par rapport à cette concurrence. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez, certains de vous êtes certainement au courant, et les camarades cheminots le sont certainement aussi. Il y a 2 lignes majeures de la SNCF qui ont été ouvertes à la concurrence, Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. Tous les concurrents qui postulaient sur l'appel d'offres de ces 2 lignes se sont tous retirés. Ils ont tous retiré leur candidature. Le seul, aujourd'hui, qui postule, c'est la SNCF. Elle se retrouve tout seule en compétition pour garder ces 2 lignes historiques. On peut donc considérer que, au regard du contexte actuel, la concurrence commence à prendre de la gîte, enfin du gîte, pardon. Il faut donc continuer en s'appuyant sur ces données essentielles, qui sont des données carrément politiques, et s'appuyer sur la volonté. Je vous rappelle, mes camarades, que dans 6 mois, il y aura les élections régionales. Bien évidemment qu'il faudra aller voter aux élections régionales pour que Valérie Pécresse ne soit pas réélue et redonner une majorité de gauche à la région Île-de-France. La majorité de gauche du Conseil de Paris a voté un vœu politique de non-ouverture à la concurrence du réseau de surface de l'EPIC RATP. Ça aussi, ça doit servir de point d'appui dans nos luttes pour revendiquer le maintien du monopole public de la RATP sur son réseau historique. Mes camarades, je ne vais pas vous en dire plus, mais aujourd'hui, la journée du 17 décembre est le point de départ de plusieurs actions que nous devrons mener dans la lutte jusqu'à arriver à construire une lutte dans la durée. Parce que pour pouvoir gagner, nous devons nous inscrire dans la durée sur cette lutte. Et c'est pourquoi je vous encourage vivement à en mettre à gauche le plus possible pour pouvoir lutter. La lutte, c'est l'argent. Et on a besoin d'argent pour lutter. Donc, ne soyez pas trop dépensiers, mes camarades. Des luttes, il va y en avoir d'autres. On vous demande, ce qu'on attend de l'ensemble de nos collègues et camarades, c'est de communiquer. Nous avons la possibilité de renverser la vapeur. Nous avons un rapport de force considérable pour peu que tout le monde se mette en grève quand ce sera le moment de se mettre en grève. J'en dirai pas plus, mais la protection de notre entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne peut passer que par la lutte. Il ne suffit pas de dire que nous devons être unis, nous devons construire l'unité. Il n'y a que comme ça que nous y arriverons. Je vous remercie, mes camarades. On va donner la parole à Anas. Ouais, les camarades, bonjour à toutes et à tous. Nous on est quelques-uns, quelques cheminots aussi et là qui sommes venus aujourd'hui à ce rassemblement. Tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'était Fauzi qui parlait de la question de la coordination RATP-SNCF. Durant la dernière réforme des retraites, on a construit des liens de fraternité, des liens de camaraderie, de solidarité ensemble.
qui n'ont jamais été aussi forts. Vous veniez dans les AG, dans les différentes gares, et on venait devant les dépôts. Parfois, on mangeait les mêmes coups de matraque, les mêmes gaz lacrymogènes ensemble. On était ensemble dans les manifestations. On a fait bloc de A à Z, du premier au dernier jour. On a lutté ensemble. Et ça fait chaud au cœur, en fait, d'être là aujourd'hui. On a l'impression que toute la phase de la crise sanitaire, elle n'a pas existé. On voit les mêmes gueules et ça fait chaud au cœur, en fait. Déjà de savoir que la plupart d'entre vous êtes en bonne santé, ça c'est la première chose, et de voir qu'il y a toujours autant de fraternité et de liens ensemble. Ce rassemblement-là, le but, c'est pas uniquement la question de la RATP, c'est la question de la mise en concurrence de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs des transports publics. Parce que c'est de ça dont il est question, les amis. Nous, à la SNCF, on a connu le pacte ferroviaire en 2018. Et je sais que beaucoup parmi les camarades de la RATP, ça c'est une musique qui circule. Dommage, on aurait dû être aux côtés des camarades de la SNCF en 2018. Et parfois la SNCF, quand on commence à dire qu'il va falloir lutter aux côtés de la RATP et de l'ensemble des entreprises de transport public, il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais frérot, la RATP, elle n'était pas là. » Moi, je le dis, je le répète. La plupart des cheminotes et des cheminots n'en veulent pas du tout aux camarades de la RATP. Et que si demain, on a la possibilité et les capacités de faire grève en côté de la RATP, mais pas que, parce que je pense que la question de la lame, du pacte ferroviaire, ça concerne l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Parce que demain, ça ne sera pas quelqu'un d'autre qui va venir prendre votre boulot. C'est vous qui allez le faire avec une chemise qui tous les 3 ans, tous les 5 ans, changera de logo. Et cette chemise-là, elle changera de logo parce qu'on passera les conditions de travail, les conditions de salaire des camarades de la RATP. Et je vous le dis, les amis, il va falloir commencer à penser à un plan de bataille, commencer à penser à une stratégie, parce qu'on est tous convaincus qu'une seule journée de grève, même si elle était à 100%, ce n'était pas suffisant. Et c'est pour ça que le 13 septembre 2019, on avait énormément de fierté à voir cette mobilisation des camarades de la RATP à plus de 90% l'an dernier. Mais vous vous êtes pas contentés. Vous vous êtes pas contentés d'une seule journée d'action. Ce jour-là, vous avez décidé le plan de bataille. On entendait en décembre illimité. Et c'est ça qui fait que derrière, les secteurs, les uns après les autres, ont pu suivre. Parce qu'il y avait une stratégie, une boussole, et il y avait une convergence qui commençait à se faire. Et c'est dans ce sens-là, les amis, qu'il va falloir essayer de taper. Parce que je vous assure, parfois je vais dire aussi un mot par rapport aux camarades du Ferré et ceux qui peuvent avoir des illusions sur « pour l'instant c'est pas mon tour ». Parce qu'il y a un peu un truc comme ça. Ouais, je suis pas encore attaqué. Quand c'était la SNCF, j'étais pas encore attaqué. Quand c'était la Poste, j'étais pas encore attaqué. Quand c'était l'EDF, j'étais pas encore attaqué. C'est jamais moi. Mais à un moment donné, ça sera ton tour. Ça sera ton tour, quoi qu'il arrive. Et les camarades de la RATP, je leur dis, ceux du Ferré, ils doivent se mettre dans la bataille. Parce que le cadre social de la RATP, il vaut parce qu'il y a un certain nombre de cotisants. Je l'explique très simplement, je le disais durant la réforme des retraites. Mais vous savez, les cotisations à la caisse de prévoyance et de retraite de la RATP ou de la SNCF, c'est un système par répartition. C'est-à-dire ce sont les travailleurs qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Mais si ton métro, il est ouvert à la concurrence en 2035, mais que tu as 20 000 machinistes qui ont déjà disparu depuis 10 ans, et que ces machinistes-là ne cotisent plus à la caisse de prévoyance de la RATP, qui cotisent à la sécurité sociale, parce qu'un bout sera Keolis, un bout sera chez Transdev. À quoi ça sert d'être conducteur de métro à la RATP si tu n'as plus rien, si tu es sur les mêmes conditions de travail que les salariés du privé? Et c'est ça qui est central. Les camarades de Keolis, de la RATP, de Transdev et autres ne sont pas nos ennemis. Le patron est coordonné. Ça s'appelle d'ailleurs l'UTP, l'Union des patrons des transports publics. Ils sont coordonnés, ils sont ensemble. C'est pour ça qu'il est nécessaire, les amis, qu'on soit ensemble, l'ensemble des étiquettes syndicales, l'ensemble des entreprises, mais par en bas, pour qu'on les plie. Et je vous assure, les camarades, que le jour où ils verront que la SNCF, la RATP, Transdev,
Keolis, la SAVAC et tous les autres sont déterminés à faire plier le patronat des transports publics. On va leur montrer que c'est nous qui travaillons et que c'est nous qui garderons l'outil de production jusqu'au bout. Merci. Fabien PSE, s'il te plaît. Cheminot. Vas-y Fabien, c'est à toi. Bon, ça tient votre truc là, parce que si je me casse la gueule. Bon, je suis conducteur de RER et je suis cheminot. Parce que l'année dernière, ce qui s'est passé, il n'y avait pas de couleur syndicale l'année dernière. Il n'y avait pas je bosse à la RATP, à la SNCF, je suis au bus. On était tous des frères l'année dernière. Et l'année dernière, on a fait une démonstration de force. Et pourquoi on a fait une démonstration de force? Parce que rappelez-vous, moi j'étais venu vous voir en septembre 2019 en vous disant, la RATP vous êtes partis un jour, et moi j'avais honte parce que nous on était partis un autre jour. Et bien aujourd'hui ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut construire une mobilisation à partir de 2021, RATP, SNCF et toutes les autres boîtes, parce qu'on va se faire niquer les uns après les autres. Et je peux vous dire que l'ouverture à la concurrence n'épargnera personne. Personne. Que tu sois à Transdev, à Transkéo, à la SNCF, à la RATP, ils vont nous tondre un par un. Et tous les collègues qui vous disent « Oui, mais moi j'ai regardé l'agenda, moi c'est 2025, moi c'est 2027. » Eh ben mon con, tu seras tout seul en 2027 si tu ne bats pas ensemble. Aujourd'hui, il faut poser ça sur la table. Et je finirai là-dessus pour comprendre à qui on a affaire. Vous vous rendez compte que Valérie Pécresse, qui a à mon avis beaucoup de supporters ici, qu'est-ce que vous pensez de Valérie Pécresse? Qu'est-ce que vous pensez de Valérie Pécresse? Valérie Pécresse a une telle non-connaissance des transports publics qu'elle expliquait le 9 décembre que son modèle c'est l'Angleterre. Mais bordel de merde, l'Angleterre, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, les gouvernements libéraux en Angleterre renationalisent une par une toutes les lignes. Donc on ne peut pas leur faire confiance. À partir de ce moment-là, j'invite les fédérations syndicales de la RATP, de la SNCF, de tous les syndicats et sans sectarisme de prendre rendez-vous pour qu'on parte ensemble à partir de 2021. Merci. Pour le moment, non, pas de bug. On va donner la parole à Samir de la SAVAC, mais vas-y. Salut à tous, merci d'être venus. Bah écoutez, je suis venu vous rendre une solidarité. Je suis de la SAVAC, société privée, et on est tous concernés par la mise à la concurrence. On est tous concernés par la mise à la concurrence, où malheureusement, il y a de fortes chances que nos conditions de travail et les rémunérations qui vont vers le bas. Et donc il faut être solidaire, peu importe de nos horizons, il faut qu'on soit soudés, tous contre tous, pour pouvoir montrer au pouvoir public et à Valérie Pécresse qu'il faut faire marche arrière et qu'il faut écouter les conducteurs avant de mettre tout projet en route. Voilà ce que j'ai à dire. Ouais, bravo. On va donner la parole à Monoprix, la collègue de Monoprix. Dans le 18e arrondissement, à côté de la porte de Clignancourt, le rassemblement à l'appel des grévistes de la RATP contre la privatisation des transports publics. Un combat qui nous concerne tous. On accueille les camarades de la CGT Monoprix, les camarades de lutte depuis très longtemps. Écoutez-les bien. Bonjour à tous.
Nous sommes les camarades de la CGT Monoprix, le collectif CGT Île-de-France. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous soutenir dans votre lutte. Sachez que la privatisation de la RATP est inadmissible venant de Mme Pécresse. Mme Pécresse, dans tous les cas, elle est là pour détruire les entreprises et non pas pour les arranger. On le sait tous. La privatisation de la RATP ne va pas toucher que les salariés de la RATP, mais elle touchera aussi les usagers. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas pris conscience. J'ai le trac, je n'ai pas l'habitude de parler devant du monde, hein, je suis désolée. Donc voilà, nous on a été assignés par notre entreprise Monoprix le 26, on a comparu le 26 et le verdict est tombé le 3 décembre. On a été condamné à l'article 700, donc à rembourser 3 000 € aux avocats de Monoprix, en fait à rembourser les frais d'avocat à Monoprix. Mais nous aujourd'hui, nous sommes là pour remercier déjà tous les camarades de la RATP qui étaient présents ce jour pour nous soutenir. Et tous les autres camarades, que ce soit de TUI France, voilà. Nous vous remercions beaucoup. Sachez que nous sommes avec vous. Mais nous avons une annonce importante à faire aujourd'hui. Cette annonce consiste à informer que nous faisons appel de cette décision qui est tombée le 3 décembre. Et nous faisons appel pour faire comprendre à nos patrons que nous n'allons pas baisser nos frocs devant eux, parce qu'ils ont décidé de nous assigner. Ils pourront toujours continuer à nous assigner. On sera toujours là, les poings levés, et on se battra jusqu'au bout. Je vous remercie. C'est bien, bravo. On va appeler Cédric de GRDF. Électricité. Bonjour les camarades. Ouais, donc là aujourd'hui on est fiers d'être avec vous, avec les copains de la RATP, les copains de la SNCF et toutes les corpos, notamment les services publics qui luttent. Juste pour votre info, aujourd'hui il y a encore une grosse mobilisation dans l'énergie. On n'en parle pas beaucoup, mais là il y a les potes des centrales qui ont fait descendre le réseau à zéro. C'est en train de tomber. Donc ça leur coûte une blinde pour maintenir. Le projet qu'il y a chez nous, c'est exactement le copier-coller de ce qui se passe à la RATP, de ce qui se passe à la SNCF. C'est-à-dire qu'on est en train d'effectivement défoncer des services publics entiers. Nous, ça s'appelle Hercule pour l'électricité et le plan Clamadieu pour le gaz. Donc on était des services publics. Nous, la privatisation a commencé en 2004. Le constat, il est sans appel. En 10 ans, pour les usagers, c'est 80% d'augmentation du prix du gaz pour vous tous et toutes. Et 35% d'augmentation du prix de l'électricité. Plus un seul accueil physique sur le territoire national. C'est-à-dire si vous avez un problème, vous voulez rencontrer quelqu'un du service public du gaz et de l'électricité, vous voyez plus personne. Donc ils sont en train effectivement d'essayer de détruire tout ce qui a été construit. Or, effectivement, les copains le rappelaient. Il y a un an, le 5 décembre, un peu plus d'un an, il y avait un ultimatum qui avait été posé par les copains de la RATP. Cet ultimatum, il y a plein de corpos qui se sont greffés sur cette date-là. On est partis ensemble, on leur a fait très très mal. Il faut qu'on soit fiers de ce qui se passe parce que souvent on se flagelle. La contre-réforme des retraites, elle n'est pas encore passée. Si on n'avait pas été dans la rue, si la RATP n'avait pas été là, si la SNCF n'avait pas été là, on se serait déjà tous fait repasser. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Aujourd'hui, ils ont très peur. Alors effectivement, quand la bête elle est blessée, la bête elle tape. Ce qui s'est passé samedi dernier, pourquoi ils attaquent les manifestations? Pourquoi des manifestations autorisées sont empêchées? Parce que les forces de l'ordre, au service du gouvernement, aujourd'hui, ont un rôle de régulateur social et ils essayent de nous faire peur. On est nombreux, on fait tout, nous. Regardez ce qui s'est passé à Renault. Soi-disant, les PDG, les patrons de la RATP, ils sont interchangeables. Ils vont chez vous 3 ans, ils viennent chez nous 3 ans, ils vont à la SNCF 3 ans. C'est des nuisibles. Une fois qu'ils partent, le champ il est rasé, il n'y a plus rien, et eux ils se recasent ailleurs. Nous, le travail, c'est nous qui le faisons. La vraie richesse qui sort des entreprises, il n'y a que nous qui la produisons. Donc les entreprises, elles sont à nous. C'est nous qui faisons le pognon. C'est vous qui conduisez les usagers, quelles que soient leurs origines, leur culture, leur ethnie. Vous les conduisez d'un point A et d'un point B, et vous désenclavez les copains de banlieue pour qu'ils aillent sur la capitale. Quand on prend le train, c'est grâce aux cheminots, on regarde pas qui c'est qu'il y a dans le train, on amène tout le monde. Chez nous, à l'énergie, ce qu'on revendique, c'est l'électricité et le gaz pour tous les foyers français. C'est ça, c'est des biens. Et tout ce qu'on parle ici, c'est des biens fondamentaux. Les biens fondamentaux, c'est aussi la santé, c'est aussi les copains de la culture qu'on empêche aujourd'hui. Pourquoi on n'aurait pas le droit à la culture? Pourquoi on n'aurait pas le droit
pas dans le Nénouveau, au théâtre, au cinéma, dans les bibliothèques. Ça nous appartient tout ça. Les hommes instruits, c'est des hommes qui se battent, c'est des hommes qui sont armés. Donc on va se battre pour changer cette putain de société, pour remettre les services publics à flot, parce que ça nous appartient, c'est au peuple, et on va les plier tous ensemble. Merci. Ensemble, tous ensemble. Juste un truc à oublier de dire, Cédric a oublié de dire à 13h30, c'est 13h30, ministère de l'économie. ministère de l'économie à 13h30 aujourd'hui. On y sera. On y sera. On va déplacer la pute. Et Macron, alors c'est un Macron du patronat, ouais. On est en direct du dépôt de Béliard et RATP dans le 18e arrondissement. Tous un serviteur. Bienvenue à Cédric. On va donner la parole Ce direct, comment ça va? Pas sous téléphone par contre. Merci. Ah. C'est pas très révolutionnaire d'insulter. Ça marche pas. Attends, Nathalie. Laissez Nathalie parler. Oui, c'est normal. Vas-y, Nathalie. Bonjour Farid. Ouais, Fawzi. Ah, ça marche. Super. Bonjour à tous, camarades. Effectivement, ça fait très, très plaisir de se retrouver et de voir eh bien, les mêmes équipes militantes, les mêmes travailleurs combatifs qu'au moment de cette grande grève contre la démolition des retraites. Et oui, moi je tiens à dire que si cette réforme n'est pas en œuvre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce grand mouvement. Alors il faut bien sûr continuer de se battre. Je ne vais pas revenir sur les attaques contre vos conditions de travail, sur les jours de congé volés, sur l'allongement du temps de travail. Évidemment, ça fait partie du combat de lutte ouvrière depuis toujours. Et de ce point de vue-là, votre combat, c'est le nôtre, bien entendu. Je voudrais souligner une chose, c'est qu'il n'y aura pas de sac à dos social. Et il n'y a d'ailleurs jamais eu d'acquis pour les travailleurs, pour la classe ouvrière. Ça n'existe pas, ça. Tant que le patronat gouverne, tant qu'il est le maître, il n'y a jamais rien d'acquis parce que lui, il repart toujours au combat pour nous faire reculer, pour ses profits. C'est toujours la même chose. Moi, de façon plus générale, ce qu'on voit dans ce qui se passe sur l'électricité, sur les transports, mais aussi sur la santé, ce charcutage des activités, ce démantèlement, cette mise en concurrence, ces privatisations, c'est révélateur de ce qu'est le capitalisme aujourd'hui, c'est-à-dire un capitalisme exclusivement parasitaire. Les défenseurs de ce système veulent nous faire croire que les capitalistes sont des grands investisseurs, des grands capitaines d'industrie qui innovent, qui ouvrent de nouveaux horizons. Mais là, ils font quoi, là? Ils font quoi? Ils se greffent sur ce qui a été construit, sur ce qui fonctionne, pour y prélever leurs profits. Ce sont des vautours qui guettent leur proie. Et quand il y en a une qui se montre profitable, eh bien ils se jettent dessus. C'est ça le capitalisme aujourd'hui. Et ça frappe tous les travailleurs, absolument tous les travailleurs. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre ceux qui sont dans les entreprises publiques, dites de services publics, et ceux qui travaillent dans le privé. Je peux vous garantir que ce qui vous concerne là, l'allongement du temps de travail, les 200 heures là qu'on veut vous faire travailler gratuitement, les jours de congé, vos droits à la retraite rognés, ça arrive. C'est ce qui se passe dans toutes les entreprises de ce pays aujourd'hui. Pas au nom de la mise en concurrence, au nom de la crise sanitaire. C'est ça qui pend au nez de tous les travailleurs. Alors oui, bien sûr, il faut être conscient que c'est une attaque majeure, fondamentale. Et là où j'ai une petite divergence avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que ça se réglera pas dans les élections régionales, camarades. Non. Et ça se réglera pas avec le départ de Pécresse. Je suis désolé de le dire, mais si la gauche, elle revient au gouvernement, à la région, et même au gouvernement, vous croyez vraiment qu'ils vont revenir sur tout ça, sur cette mise en concurrence, sur ces privatisations? Quand est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Dites-moi. Citez-moi une fois. Jamais.
la seule chose qui est susceptible de nous protéger, nous, travailleurs, dans nos intérêts fondamentaux, ce sont les luttes des travailleurs, ce sont les mobilisations. Et oui, ces luttes-là, moi j'espère qu'elles iront jusqu'au bout, parce que la réalité, c'est que tant qu'ils restent les maîtres de cette société, eh ben la condition ouvrière, elle avancera pas. Alors c'est ça qu'il faut avoir en tête, ce qu'on est confronté à une classe sociale dont il faut contester la domination. Et ça commence bien sûr par les combats quotidiens au jour le jour que vous menez tous ici. Et je veux terminer sur une chose, c'est que à la fin de ce mouvement de grève, il y a eu une série de sanctions qui sont tombées à la SNCF. Ils ont cherché à imposer une chape de plomb sur les travailleurs et sur les équipes militantes. Et moi, je peux vous dire que ça me fait chaud au cœur de voir ici aujourd'hui que ça ne marche pas. Parce que ça, c'est la preuve que demain, on est capable de repartir au combat tous ensemble. J'espère que la gauche reviendra et nous fera. Je vais donner la parole à monsieur Olivier Besancenot. En direct du piquet de Béliard RATP dans Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Stéphane. Nous sommes au 29. Bon, chers amis, chers camarades, ça sera rapide. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je crois que le plus important, c'est surtout de comprendre qu'aujourd'hui, le rassemblement, c'est un engagement militant qu'on doit prendre tous et toutes pour pas lâcher l'affaire. Il y a du monde aujourd'hui, et évidemment que ça dépasse le cadre de la privatisation, qui ne dit pas son nom, de la RATP. Évidemment que ça dépasse même le cadre de la privatisation, excusez-moi, des différents services publics. Le projet Hercule aujourd'hui à EDF, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore à la Poste, camarades de la RATP, ne laissez jamais passer ces politiques telles qu'elles ont déglingué les conditions de travail à la Poste aujourd'hui. Où il n'y a pas un jour qui passe, où on n'est pas nombreux et nombreuses, que ça soit au guichet, à la distribution ou au colis, à regretter de ne pas avoir été capable de s'unir, quels que soient nos statuts, quelles que soient nos situations, quels que soient nos services. Alors ce que je crois, parce qu'ici on est à Béliard, et c'est vrai que ça paraît il y a 100 ans, c'était il y a simplement un an, il y avait les mêmes odeurs de merguez, il y avait les mêmes piquets de grève. Il y a un an, on discutait du fait qu'il n'y ait pas de trêve hivernale. Il y a un an, on a appris à se connaître. Il y a un an, et ça, camarades, ça n'a pas disparu. On a retrouvé notre fierté face au rouleau compresseur médiatique qui expliquait que les chauffeurs de bus de la RATP, c'était que des privilégiés, que les conducteurs de la RATP, c'était que des privilégiés, que les cheminots, c'était que des privilégiés. On avait soi-disant l'opinion contre nous. Et bien cette bataille-là, au moment où on parle, elle est toujours pas perdue, camarades, il faut recommencer par le commencement. Le projet de réforme des retraites, à la première occasion venue, ils vont chercher à la refaire passer. Dès qu'ils pourront, ils chercheront à nous infliger une défaite. Alors je termine en disant une chose. Ce sentiment commun qu'on a eu, il y a plus d'un an, ça portait un nom. La grève générale. C'était pas qu'un slogan à ce moment-là. À ce moment-là, on a compris tous et toutes que le seul moyen de les bloquer, de les stopper, de les plier, c'était de se dire, on y va enfin, une fois, ensemble, tous et tout ensemble, à partir du même jour, à la même heure. C'est pas un slogan, c'est pas une vue d'esprit, c'est le seul moyen efficace de les stopper. En haut, ils vont pas s'arrêter comme ça. Emmanuel Macron, il a beau être positif au Covid, il va pas lâcher le steak. Et dès qu'il aura la moindre occasion de faire passer sa politique libérale, il nous fera payer le coup sur les questions sociales et les questions démocratiques. Et je termine sur ce mot-là. Être unis et tous ensemble, c'est aussi savoir stopper les lois liberticides et sécuritaires qui ont lieu en ce moment même dans les manifestations des différents samedis. Donc, camarades et amis, le combat continue et on ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Il faut rester fier de ce qu'on a fait l'année précédente, c'est-à-dire retrouver la fierté d'être des travailleurs et des travailleuses et de dire que oui, nous on est fiers de vouloir changer la société. Ahmed, s'il te plaît. Ahmed, viens dire un mot, s'il te plaît. En direct du piquet de grève de la RATP à Béliard dans le 18e arrondissement. les torches, frère. Cette journée de Vas-y, grève contre la privatisation
Ouais, déjà on va commencer par un petit mot pour la direction quand même. Hein. Faut pas oublier qu'il y a un an, on s'est fait dégommer par cette direction. On est passé au conseil de discipline. Et j'ai un grand mot pour Alex, c'est le Gamal, qui aujourd'hui l'inspection du travail est revenu sur la décision pour dire non au licenciement. Et ça, c'est fort. Parce qu'on voit une direction revancharde, une direction de voyous qui sont là. Et nous, on va se battre contre cette direction. Et après, on a un grand mot pour Madame Pécresse, on l'a bien vu, qu'elle a osé dire qu'elle a inauguré la ligne 14. On va lui répondre à cette Pécresse. La fossoyeuse du service public, hein. Celle après qu'on était pour des machines. On est là pour se battre pour nos services publics. Et on va le garder. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des machinistes. Il y a des élus qui sont là, comme il y a un an, sur nos piquets de grève. Il y a des étudiants à qui ils ont donné un coup de main pour bloquer nos dépôts. Et c'est grâce à eux qu'on a tenu pendant 2 mois. Et oui, on est tous ensemble pour le même combat. Le combat du service public EDF, les camarades qui se passent en justice, comme Monoprix. On est ensemble. Que ce soit Sud, RS, UNSA, CGT, c'est le même combat. On a un combat, c'est pour dégommer le gouvernement et cette direction qui attend que nous mettre une balle dans la tête parce que nous, on ouvre notre gueule et on va pas se laisser faire. Et c'est ensemble qu'on va se battre. Et je vais laisser la parole aux élus. Je les remercie d'être venus. Et c'est le même combat pour tous ici. Merci les potes. On va donner la parole à Madame Pajot et Monsieur Coquerel. Allez Mathilde. Bonjour à toutes et à tous, Mathilde Panot, vice-présidente du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Je suis avec Éric Coquerel qui va prendre la parole juste après moi et on voulait tous les deux vous assurer du soutien plein et entier du groupe parlementaire de La France Insoumise dans un combat dans lequel on s'est déjà retrouvé plusieurs fois, c'est-à-dire le combat pour les retraites en ce début d'année. Et au-delà de la répression sur lequel on continue à soutenir notamment Alex qui a obtenu une première victoire, au-delà de ça, moi je voulais commencer par dire que s'il n'y avait pas eu cette lutte incroyable de la RATP et des cheminots rejoints par beaucoup d'autres, eh bien cette réforme des retraites, elle serait passée aujourd'hui. Et lorsque le niveau des retraites est relié à la situation économique du pays, vous comprenez qu'aujourd'hui, ça voudrait dire des millions de gens dans notre pays qui auraient des pensions extrêmement faibles. Donc merci d'avoir lutté tant et tant pour cette réforme des retraites, parce que c'est grâce à cette lutte que cette réforme n'est pas passée. Alors le combat, il continue sur cette question, mais le combat pour lequel on se retrouve aujourd'hui, c'est aussi un combat de société. Parce que, vous l'avez dit, la privatisation, elle concerne énormément de secteurs. Et il se trouve que pourquoi est-ce qu'on privatise le secteur public? Alors d'abord, il y a le gavage du privé. On l'a vu avec les autoroutes. Vous avez une augmentation des tarifs des autoroutes à tel point que lorsque vous mettez 1 € dans un péage, vous donnez 50 centimes à un actionnaire. On l'a vu dans l'énergie, on l'a vu avec les camarades. On l'a vu à la SNCF. Maintenant, ils font ça sur la RATP. Et évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit les droits des salariés d'abord, mais aussi l'égalité des citoyens et des citoyennes de notre pays. C'est-à-dire qu'on augmente les prix, on augmente les tarifs, mais qu'est-ce qui va se passer quand les bus seront privatisés, ouverts à la concurrence, comme ils aiment dire, etc. Vous croyez que le privé, il va s'intéresser aux lignes non rentables? Bien sûr que non. Il va s'intéresser qu'aux lignes rentables. Et puis finalement, les lignes qui seront un peu moins utilisées, qui iront plus dans le quartier populaire, etc., etc., elles ne seront pas entretenues, elles pourront être abandonnées. Bref, on la connaît 1000 fois cette histoire. Donc c'est un combat de société entière. Quelle société on veut? Et les usagers, ils vont être aussi avec vous, parce qu'ils doivent être avec vous, parce que pour le coup, le service public, c'est l'égalité des citoyens et des citoyennes. Donc on sera de tout cœur avec vous dans cette bataille. Merci à vous de tenir cette lutte, merci à vous d'ouvrir l'horizon et de rappeler que c'est la solidarité qui rouvre l'horizon heureux pour le pays et pas leur compétition à tout va. Merci à vous. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Déjà, ça fait plaisir de se retrouver ici, à ce dépôt RATP Béliard, où il y a un an, vous en avez fait un des hauts lieux de la lutte contre la réforme des retraites, avec votre mobilisation. Ce qui a été dit tout à l'heure est vrai. Il faut absolument penser à continuer à se mobiliser, tout simplement parce que ce gouvernement entend bien, dans l'année et demie qui lui reste devant lui,
cumuler les mauvais coups. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le 12 mars dernier. Emmanuel Macron expliquait face à la crise du Covid que finalement l'État-providence, ça avait du bon, que le marché ne pouvait pas tout. Et là, on regarde ce qu'il s'apprête à faire. En 1 an et demi, ils comptent continuer à casser l'État social comme ils l'ont fait pendant 3 ans. Ils comptent continuer à privatiser à tout va. Ils n'ont rien compris. C'est l'ouverture à la concurrence voulue par le duo du Conseil régional et de l'État sur le transport. Mais c'est aussi la privatisation d'EDF qui menace. Je dis ça puisque les électriciens gaziers manifesteront tout à l'heure à 14 h. C'est le fait aussi de continuer à donner, à gaver des entreprises qui pourtant licencient alors qu'elles font des dividendes. La liste ne cesse de s'étendre tous les jours. 80 000 licenciements déjà. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour gaver les amis de Macron. C'est ça la réalité, de gaver les actionnaires sur le dos de l'intérêt général, sur le dos de nos services publics. Alors nous le disons. Tout à l'heure, j'ai entendu ce qu'on pouvait penser les uns et les autres des élections. C'est un débat, c'est une discussion. Nous ne pensons pas forcément la même chose. Mais il y a une chose de certain, c'est que c'est maintenant qu'il faut le bloquer, Macron. Et que si on lui laisse 1 an et demi, il restera encore moins de choses de l'État social qu'il ne l'est aujourd'hui. Il faut les arrêter. Et vous pouvez compter là-dessus, sur les élus France Insoumise, pour soutenir vos combats et vos mobilisations avec vous. Merci. Bravo. Merci Eric. Voilà l'engagement des... Olivier Terrier, s'il vous plaît. On va attendre les copains, ils sont à fond là. Et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Toujours là. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Oui, on est là. Et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ça fait plaisir d'entendre des chants qu'on entend le samedi. Eh ouais, parce que je crois que... T'as vu, j'en profite, transition, hop, c'est cadeau. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir, ça manquait l'odeur de la merguez. Et je crois qu'on doit remercier ce gouvernement de nous donner toutes ces occasions de nous réunir tous ensemble. Ouais, et remercier le cuistot, grand travail. Belle merguez. Enfin, qui fait cuire, hein. Bon, j'ai essayé de pas répéter ce qui s'est dit parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions. Mais je crois qu'il faut qu'on prenne conscience d'une chose dans ce pays. On peut pas se battre chacun de notre côté. Quand on attaque le service public, c'est tous les Français qui sont concernés. Quand on attaque les entreprises privées, c'est aussi tous les Français qui sont concernés. Il n'y a pas des combats chacun de notre côté. Et on le voit, on manifeste la semaine. On bloque les entreprises la semaine. On manifeste le samedi. Faut pas qu'on s'oppose, faut qu'on arrête de s'opposer. Parce que malheureusement, ça fait toujours le jeu du gouvernement. Donc je suis content de vous voir là, et je suis content d'entendre les chants de gilets jaunes. Mais il faut continuer à lutter dans la rue, dans les entreprises. Et il faut pas faire de détails. C'est pas plus l'un que plus l'autre. Donc j'espère qu'aussi les samedis, vous venez manifester les samedis. Et on le voit, moins on est nombreux, et plus ils nous pètent la gueule. Plus ils nous pètent la gueule. Encore samedi dernier, si vous étiez en manif, vous avez pu voir ce qui s'est passé. La copine Moon avec son petit drapeau multicolore qui se fait défoncer, qui fait 2 jours de garde à vue et qui se fait, qui passe au TGI et en plus, si je ne dis pas de bêtises, qui a eu le droit à une petite fouille de son appartement par nos chers amis de la police. Et ben ça c'est la traduction, d'une faiblesse sociale face à l'oppression du gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez fort, on n'est pas assez dans la contestation. Donc il faut qu'on sorte aussi des entreprises, il faut qu'on sorte de notre propre précaré. Il faut aller partout où c'est possible, il faut mener la lutte partout où elle est possible. Donc aujourd'hui on est là, tout à l'heure les copains de l'EDF ils l'ont dit à 13h30, c'est à Bercy. Et puis samedi, ce sera devant tous les lieux de pouvoir. Et chaque semaine on continue, on lâche rien. Parce qu'il n'y a que les combats qu'on mène qu'on peut gagner mes amis. Voilà, donc je vais pas le plus long, je vais pas en dire plus que ce qui a déjà été dit parce qu'il y aura rien de nouveau. Voilà, on lâche rien et on continue à se battre, c'est dans la rue que ça se passe mes amis.
Monsieur Raymond Cheveux. Oui, bonjour. Au nom du Parti communiste des ouvriers de France, mais par ailleurs, j'étais aussi travailleur de la RATP, militant syndicaliste CGT, licencié en 93 et réintégré en 95 suite à une énorme solidarité au niveau de la régie et des travailleurs. Juste quelques mots. Cette question du démantèlement de la RATP, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est la question du démantèlement de la RATP. Cette question du démantèlement de la RATP est une question qui intéresse tous les travailleurs, tous les usagers de la région parisienne et plus largement. Parce que c'est la question des services publics. Beaucoup spéculent sur le fait que la RATP serait un peu à part. Mais rappelons-nous, au moment de la grève contre les retraites, c'est vous, c'est nous, travailleurs de la RATP, qui n'avons pas hésité à aller de l'avant pour défendre non seulement le statut concernant la retraite des agents de la RATP, mais de tous les travailleurs du pays contre cette retraite à point du gouvernement. L'important, c'est que nous puissions aussi nous retourner vers les usagers pour leur montrer ce qui est en train de se passer. Le saucissonnage du démantèlement de la RATP est inacceptable. On doit absolument faire face de manière à rendre cette question du démantèlement de la RATP comme étant une question publique, une question politique. Et pour ce faire, le démantèlement, pour la lutte contre la mise en concurrence, il n'y a qu'une seule solution, c'est de s'opposer au démantèlement. Merci. On va laisser parler un peu la jeunesse. Je vous présente Esther. Bonjour à tous, du coup moi je suis Esther, donc je suis au NPA Jeunes, je suis aussi étudiante à Paris 8 et si je suis là aujourd'hui c'est pour représenter les AED, donc les surveillants. Je vous entendais beaucoup parler en fait de l'avenir de vos enfants, que vous battez pour l'avenir de vos enfants, mais aujourd'hui vos enfants c'est nous qui les gardons et on les garde dans des conditions de merde. On n'a pas de moyens, on a des contrats précaires, l'éducation nationale c'est aussi un service public qui est totalement laissé à l'abandon par l'État. Et nous, le 1er décembre, on s'est mis en grève. C'était la première fois depuis 17 ans que autant d'AED étaient en grève et on va pas s'arrêter là en fait. Et si on a pu faire cette grève, c'est grâce à vous. Les cadres d'auto-organisation des AED ils se sont constitués l'année dernière pendant votre grève. C'est vous qui nous avez donné la force. Et en janvier, on sera là. On va continuer, nous on va rentrer dans le dur. En janvier, on sera à vos côtés. On espère que vous serez au nôtre. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Quand nos lycéens se sont mobilisés contre le protocole sanitaire, parce qu'aujourd'hui, on est en première ligne du coronavirus, ils se sont pris des matraques et des gaz, comme vous l'année dernière sur les piquets, comme les gilets jaunes, comme les femmes le 8 mars. Et c'est plus possible ce tournant autoritaire et sécuritaire du gouvernement qui nous répond que par des matraques et des gaz. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit tous et toutes ensemble et qu'on parte en dur en janvier, tous les secteurs ensemble. Merci beaucoup. Et voici Camille. Salut à tous, moi je m'appelle Camille, je suis intermittente du spectacle, je travaille dans la culture et je remercie le camarade de l'énergie qui a parlé de nous tout à l'heure. Moi je viens d'un secteur en ce moment qui est profondément méprisé par le gouvernement. Comme l'a dit tout à l'heure le camarade, on voit vraiment l'étendue du mépris que ce gouvernement il a pour nous et on est déjà descendu dans la rue le 15 décembre pour le faire savoir. Et si jamais je suis ici aujourd'hui, c'est parce que la lutte, j'ai appris ce que c'était sur les piquets de la RATP l'année dernière les camarades. C'est vous qui m'avez appris qu'est-ce que c'est que la lutte. Et aujourd'hui, quand je vois que tout ce que le gouvernement il a pour nous, c'est l'équivalent d'un RSA pour quelques travailleurs occasionnels triés sur le volet, c'est la promesse de la baisse des allocations et la casse de l'assurance chômage, moi je me dis que la réponse elle est ici avec vous et ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir de voir ici des travailleurs qui se battent pour leurs conditions de travail, qui se battent pour leur salaire. Et moi j'invite tous les travailleurs de la culture à être ici avec vous, on sera avec vous jusqu'au bout et la réponse elle est ici, elle est ensemble. Qui veut prendre la parole? Je peux vous raconter une histoire si vous voulez, mais qui veut prendre la parole? Viens, viens mon grand.
Donc là, vous avez pu suivre sur ce Comment tu direct, t'appelles? justement. Jamel. Je vais voir la vue. Vas-y, Jamel, t'inquiète pas, vas-y. Bonjour à tous et à toutes. Je suis là ici avec vous, c'est pour représenter la propreté de Paris. Nous avons été à vos côtés depuis le 5 décembre et sachez que nous serons toujours là à vos côtés. Et la pire chose qui va encore plus nous pousser à être de votre côté, c'est que nous avons hérité d'un directeur qui était anciennement à la SNCF. Donc si il est là, c'est pas pour rien, c'est pour plus que la privatisation, c'est la mort des statuts, c'est pas que la RATP, les cheminots qui sont concernés, c'est l'ensemble du service public. Voilà. Merci Jamel. Il y a beaucoup de monde là, il manque des gens là. Venez prendre la parole là les gens. Donc ici, effectivement, ce direct vous a permis Qui de veut prendre la parole? différentes... Je vais vous raconter une petite histoire si personne veut prendre la parole. Je vous la raconterai après. Allez Riyad, vas-y. Riyad Mahrez. Bon, merci à tous. Si aujourd'hui on est tous réunis, faut remercier Fawzi là, parce que lui à 4h du matin il s'occupait de tout ça là. Parce que Fawzi se déplace, c'est un ouvrier, il est mainteneur, et aujourd'hui la maintenance, elle est là. Si aujourd'hui les bus y roulent, c'est parce que les mainteneurs sont là, pour nos copains machinistes. Nous mainteneurs, nous sommes les hommes de l'ombre, les femmes de l'ombre. Nous sommes là pour que la société et nos enfants puissent être embauchés. C'est pour ça qu'on est là, pour vous, pour les citoyens. Aujourd'hui, il veut casser. Il n'y a plus de jeunes, dans les ateliers. Il n'y a que des anciens comme moi, à 56 ans. C'est pas possible. Alors aujourd'hui, on veut que les jeunes rentrent dans l'entreprise, mais pour qu'elles soient intéressantes, il faut pas les payer à 1 200 €. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, c'est aujourd'hui, ils veulent nous faire travailler le week-end en plus. On n'est pas des robots, on est des humains. Et nous, on vous aime tous, mais pour nous aimer, il faut que la rue, elle parle. Et on a besoin de vous. Voilà, merci Fawzi, et dans l'invitation. Merci à tous. Une très belle solidarité. Allez, venez prendre la parole là. Aujourd'hui, sur ce piquet de grève au 29 rue Montbéliard, n'hésitez pas à passer. Qui veut prendre la parole? Il manque des personnes là. On va mettre un peu de musique, on reprendra après alors. Chante un slogan. Libérez Matteo. Le dernier numéro. Bonjour, je vous ai vu intervenir tout de suite par rapport justement à la situation dans l'éducation nationale. Concrètement, est-ce que vous auriez des choses à ajouter? On est en direct. Je suppose que il n'y aura pas trop de soucis normalement. Ouais. Quoi? Les étudiants. Je sais pas si vous avez des questions. Alors oui, je vais avoir certaines questions, c'est pour vous. Alors on va s'éloigner un peu par contre. Alors moi ce que je veux savoir c'est depuis combien de temps vous êtes dans la lutte? En fait les AED eux ils sont rentrés dans la lutte, ça fait des années qu'ils sont dans la lutte mais en tant qu'organisation et tout, c'était l'année dernière pendant la grève des retraites. Et là vraiment cette année en fait avec tout le contexte sanitaire dans lequel on est en première ligne, dans lequel on n'a vraiment aucun moyen et tout, on s'est vraiment mobilisé, on a fait une grève le 1er décembre. Mais en fait il faut savoir que les AED aussi la plupart c'est des étudiants travailleurs. Donc les étudiants nous aussi ça fait des années qu'on est dans la lutte. Moi je suis étudiante à Paris 8 et aujourd'hui nos facs elles sont fermées. On a aucun moyen non plus dans les universités et voilà c'est pour ça que c'est important d'être là à la fois en tant qu'étudiant pour soutenir les travailleurs parce que pour refuser en fait le monde de demain mais aussi du coup en tant que travailleuse, en tant qu'AED pour l'éducation nationale, pour demander des moyens, pour demander des embauches, pour refuser en fait ce monde capitaliste que nous propose le gouvernement quoi. Concrètement, ce poste d'AED, vous me dites c'est la majorité du temps, c'est des étudiants qui le font. Cette réalité concrète de l'étudiant aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui sont directement impactés par la Covid-19, cette crise. On voit qu'il y en a énormément qui, ne peuvent plus forcément se payer à manger. Vous le voyez au quotidien, ce résultat aussi? Bien sûr qu'on le voit au quotidien. Il faut savoir que
Aujourd'hui, un étudiant sur deux travaille, mais en fait avec la crise du Covid, il y a énormément d'étudiants qui ont perdu leur travail parce que c'est les tafs les plus précaires, les contrats les plus précaires. Enfin, on est la variable d'ajustement du capitalisme, donc évidemment dès qu'il y a des crises, en fait, ça tombe sur nous. Donc aujourd'hui, on voit vraiment les répercussions. Déjà d'une part d'un point de vue matériel, enfin, on a vu pendant le premier confinement des queues immenses devant les facs pour recevoir des colis alimentaires, mais aussi psychologiquement, on voit beaucoup d'étudiants totalement abandonnés. Ça fait presque un an en réalité qu'on n'a plus de cours. On est abandonnés, on est enfermés dans nos 9 mètres carrés pour ceux qui ont la chance d'avoir un appartement. Et juste voilà, psychologiquement c'est très dur, il y a énormément de dépression chez les étudiants, mais il y a aussi des étudiants qui crèvent la dalle et je pense notamment aux étudiants étrangers pour qui c'est vraiment très très compliqué cette période quoi. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, la sensation que la couverture médiatique est correctement mise justement sur différentes luttes, comme celle justement des jeunes qui aujourd'hui sont dans une précarité extrême? Est-ce que vous avez l'impression que c'est suffisamment mis en lumière ou pas assez? Non, moi j'ai l'impression que c'est pas suffisamment mis en lumière. J'ai l'impression qu'aujourd'hui la jeunesse, elle a été pointée du doigt en fait par le gouvernement comme responsable en fait de cette crise parce que c'est nous qui sortons, allons dans les bars, je sais pas quoi. Mais en réalité, personne ne parle de nous. On est totalement oubliés. Comme je disais, on est délaissés en fait dans nos 9 mètres carrés avec nos cours en distance. Et personne ne parle de nous. Il y a très peu de médias qui vont vraiment s'intéresser à la situation des jeunes et aussi en fait aux mobilisations de cette jeunesse qui relève la crise, comme notamment la mobilisation des AED, dont on a très peu parlé. Mais c'est ce que j'allais revenir dessus justement, cette mobilisation des AED. Comment expliquer que finalement il n'y ait pas eu beaucoup d'écho par rapport finalement il y a eu une contestation, une vraie contestation? Je pense déjà c'est parce que déjà on n'est pas nombreux les AED et qu'on n'a pas non plus fait le lien en fait avec les professeurs et tout ça, et c'est toujours la même chose en fait. Nous on est les plus précaires dans l'établissement scolaire, donc évidemment quand les profs se mobilisent c'est massif et on en parle beaucoup. Quand c'est les AED on est beaucoup plus invisibilisés en fait parce que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, nous on est là, on tape pour de la misère avec des contrats précaires, mais personne n'en a rien à faire en fait de notre situation et le gouvernement il nous l'a très bien fait comprendre. Alors quand vous dites qu'il vous l'a très bien fait comprendre, alors comment il vous l'a fait comprendre? Déjà il nous l'a fait comprendre depuis des années parce qu'à chaque fois qu'il y a des mobilisations dans l'éducation nationale, des fois ils accèdent plus ou moins aux revendications des profs mais jamais à celles des AED. Et par exemple ça fait 5 ans que les AED se mobilisent pour avoir la prime grève plus au même titre que les professeurs et on n'a jamais eu ne serait-ce qu'une réponse là-dessus. Et aussi il nous fait comprendre qu'ils s'en foutent de nous parce que la seule réponse qu'on a eue depuis le début de l'année ça a été le protocole sanitaire de Blanquer, un protocole sanitaire ridicule et impossible à mettre en place et qui de fait retombe en fait sur les AED parce qu'aujourd'hui on nous demande de taire des cas Covid, on nous demande de faire les infirmières, on devient des assistantes sociales, on est là toute la journée, on est confronté au Covid et le pseudo-protocole sanitaire c'est nous qui sommes censés le mettre en place et c'est ingérable en fait. C'est ingérable parce que nous on n'a pas de moyens, on n'est pas assez nombreux donc on ferait plus d'embauches et on n'est pas un métier à part entière aussi, comme je disais on est des étudiants qui pas formés en plus. On n'est pas formés, moi c'est ma première année en tant qu'AED, on m'a jamais formé. Le premier jour on m'a mis sur le terrain, on m'a dit voilà, il faut que tu sois à telle heure, à tel poste, il faut que tu fasses tel truc, sans vraiment m'expliquer jusqu'au bout, sans vraiment, je veux dire, AED ça devrait être un métier à part entière, parce qu'on a vraiment un rôle privilégié, notamment auprès des élèves en fait, on est le pivot entre les profs et les élèves et tout ça, et en fait on n'a aucune formation, on a des contrats précaires, on sait d'ailleurs que comme on a des CDD, on sait que si on se mobilise trop, on risque de ne pas être renouvelé l'année d'après. On a des salaires de merde, on n'a pas le droit aux mêmes droits que les professeurs ou autres. Et c'est en ça que je dis que le gouvernement, il nous montre bien qu'il n'en a rien à faire de nous, quoi. On se rend compte à l'heure actuelle que tout le service public, alors on parlait de la Poste, on a vu effectivement la SNCF, la RATP, mais également l'éducation nationale, sont directement impactés. On l'a vu sur différentes émissions aussi, contrairement pour Pôle emploi avec ses contrats aidés. Aujourd'hui, c'est très très compliqué pour vous parce que finalement au lieu d'avoir un vrai métier et d'être vraiment formé sur le terrain pour encadrer des jeunes, l'éducation nationale laisse des étudiants sans formation préalable avec des responsabilités extrêmement importantes. Est-ce que c'est pas un non-sens quelque part? Évidemment que c'est un non-sens, mais en même temps c'est pas on va dire que c'est pas tombé comme ça avec le coronavirus. En fait, ça fait des années que le gouvernement il délaisse l'ensemble des services publics, comme on a pu voir en fait l'hôpital, comme on peut voir
les transports et tout ça, qu'en fait le gouvernement il délaisse les services publics, il n'y a plus d'investissement là-dedans, et qu'aujourd'hui en fait cette crise c'est que le révélateur en fait de tout ce que plein de secteurs se disent depuis plein d'années en fait. Et aujourd'hui, oui, c'est totalement un non-sens parce qu'on voit que les services comme les services publics qui sont des services essentiels, comme les hôpitaux, comme l'école, en fait, on n'a pas les moyens de faire face à cette crise. Et ça nous retombe en fait sur nous, les travailleurs et les travailleuses, et c'est plus viable, quoi. Mais tout ça en fait c'est le résultat en fait de ce système capitaliste qui est proposé et par le gouvernement, et voilà, moi je pense que c'est que en s'organisant comme on le fait aujourd'hui et en luttant collectivement en fait pour nos droits et pour une société meilleure qu'on va faire quelque chose. C'est pas en attendant quoi que ce soit du gouvernement en tout cas. Merci beaucoup pour votre témoignage qui était très intéressant. N'hésitez pas, ce sera sur KSL France Facebook. N'hésitez pas. Merci infiniment à vous. Alors voilà, vous l'aurez entendu, effectivement, cette jeunesse qui galère aujourd'hui. Alors, on en parle des fois, enfin j'essaye d'en parler un maximum parce que on parle d'un sujet extrêmement sensible, celui de la jeunesse qui essaye de s'en sortir, qui essaye d'avoir tout simplement... la force d'avancer. Alors, je vous explique, je reprends vos commentaires, je suis désolée, Alors, pour info, Saïd, ici, entre parenthèses, c'est un piquet de grève, qui est ouvert aujourd'hui et un peu partout d'ailleurs en France. Aussi les membres de l'EDF qui sont en grève. Très peu de médias en parlent. Mais en ce 17 décembre, c'est un peu partout en France. Je vais essayer de voir... Alors j'avais un as tout à l'heure. Alors, on a vu des artistes également, une artiste se présenter en soutien justement à ceci. Alors tout à l'heure vers 13h30 au niveau, il y a un rendez-vous au ministère de l'économie. Pardon. Alors. Bonjour, comment allez-vous depuis? Très bien. Ça va? Est-ce que tu veux nous accorder quelques minutes? Ouais, vas-y. Attends, je range mon verre. Prends ton temps. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes, Ahmed. Ici, vous l'expliquiez tout à l'heure, la direction a dû faire marche arrière sur certains points. Ouais, la direction, c'est par rapport au point, par rapport à l'ouverture à la concurrence. Elle a reculé sur des points sur nos repos, sur les conditions de travail, mais c'est pas assez pour nous. Nous, en tout cas, on ne veut pas basculer dans le privé. Nous, on veut que le privé arrive au niveau du public. On n'est pas là pour descendre. Et on va défendre le service public jusqu'au bout. Parce qu'on avait... ils veulent nous retirer à peu près 8 repos. Là, elle descend elle nous en laisse 4. Mais nous, on est contre ça. On veut garder nos conditions de travail. On ne veut pas que le public va au privé parce qu'on sait qu'aujourd'hui les patrons sont là pour gagner de l'argent et rien d'autre. Si on passe au privé, ben les bus qui vont passer dans des petites zones pavillonnaires ou dans des petites campagnes, ben, on va les supprimer parce qu'ils ne sont pas rentables. Et aujourd'hui on se bat pour ça, pour qu'on garde le public. Le service à la personne. Le service public, voilà, bien sûr qu'aujourd'hui sur Paris il y aura des bus, il n'y a pas de souci, mais si on descend en banlieue, il y a des lignes qui ne sont pas rentables. Ça ne roule pas assez, c'est pas rentable, ils ne sont pas assez pleins. Et ces lignes-là, on va les supprimer. Aujourd'hui, on se bat pour qu'on garde les lignes en banlieue et se battre pour ça, bien sûr. On voit aujourd'hui le service public, les hôpitaux publics, on voit qu'il y a moins de chambres.
imaginez-vous si on vendrait tous les hôpitaux publics ou privés, on prendrait que le fric. Et là aujourd'hui on se bat pour garder nos conditions de travail et aussi que, voilà, comme je vais le redire, que dans nos banlieues, mais il y a plus de bus. Et aujourd'hui on veut supprimer tout ça. Concrètement, c'est une journée de mobilisation assez exceptionnelle aujourd'hui, ce 17 décembre, puisque on l'a vu, il y avait différentes corporations qui se sont présentées. Alors, au-delà des soutiens politiques qui sont venus, il y a aussi les entreprises, donc ceux qui travaillent dans le EDF, GDF, Gaz de France et EDF également. On a eu des artistes, on a eu des jeunes à ED qui sont venus soutenir cette lutte. Vous vous sentez moins seul, vous vous sentez soutenu? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque part votre élan de mobilisation, c'est un départ? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui c'est une journée de grève, parce qu'on sait qu'en février et mars on partira sur un illimité parce que là il y aura le décret qui va sortir au niveau du gouvernement pour basculer du public au privé, et on partira sur illimité, parce qu'aujourd'hui on voit EDF, GRDF qui sont là aussi, vont être privatisés, et ils sont là pour nous soutenir, parce que le combat, c'est que tout le public ne peut pas basculer au privé, et c'est un combat de tous les jours, et on s'est battu il y a un an pour les retraites qui concernaient tout le monde. Et là aujourd'hui on est solidaire à tout ça et on peut pas laisser là un gouvernement faire ce qu'il veut. On voit bien que tous les samedis on est en manifestation. On prend aujourd'hui les intermittents du spectacle à qui on ferme, ils n'ont pas droit au spectacle parce que soi-disant il y a du Covid, ils sont en train de crever la dalle, les petits commerçants ils ont tout fermé. Mais là on se bat pour tous ces gens-là. À un moment donné, voilà, il faut aller en manif, il faut se battre pour tout ce système-là. Et en tout cas le public ne peut pas aller à un seul patron à qui il est là pour engranger de l'argent et rien que de l'argent et nous laisser crever nous sur le bas-côté. Puis on parle aussi des autoroutes, c'est une réalité concrète, ces fameuses autoroutes où elles ont été privatisées. On voit l'effet de la privatisation justement sur ce bien qui autrefois était national. Et bien sûr aujourd'hui quand je prends l'autoroute et je vais jusqu'à Marseille, j'ai l'impression que je vais acheter l'autoroute. Tous les 300 km, je me tape un péage. Et voilà, à force de privatiser, mais le mec qui privatise, c'est un patron, il est là pour faire de l'argent, il n'est pas là pour arranger les usagers. Et on voit que là, les gens sont solidaires. On ne peut pas laisser à un moment donné les gens... là, on se bat aussi pour les usagers. On va répéter, les autoroutes, à l'époque c'était public, aujourd'hui c'est privé. On voit les gens qui vont en vacances, combien coûte une autoroute quand ils partent de Paris à Marseille ou de Paris à Lyon. On voit que c'est tellement cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se bat. Pour tout ça, il faut arrêter de privatiser, de donner au privé, parce que le privé c'est bon pour Marseille. Et on le voit aussi... Donc on le voit aussi, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. La poste, on l'a vu ces dernières années, les bureaux de poste qui ferment, des agents de la poste qui doivent surveiller des gares, qui doivent parfois aider les personnes âgées, ça devient un peu n'importe quoi. Bah oui, on voit quand même tout ce qui a été prédit comme la poste, Bouygues, tout ça c'est de France Télécom. On voit bien qu'aujourd'hui c'est France Télécom. Combien de personnes se sont suicidées tellement il y avait une pression sur eux. Bien sûr, dès que ça passe du public au privé, le patron, on va le redire, il n'y a rien qui est bon. Le patron, on le dit et on va le redire, on est là pour défendre le service public. On écoute la télé, souvent le gouvernement parler, c'est bon quand ça passe au privé, mais non, il faut garder, il faut garder tout ce qui est public. Et aujourd'hui, on se bat. La Poste est en train d'être privatisée, et on voit bien la Poste aujourd'hui, c'est quoi? C'est bientôt dans les bus ou à la Poste, on va vendre quoi? Des canettes, du coca, du pain? Mais non, on est un service public, on est des transporteurs, on transporte des usagers. Et on ne peut pas tout privatiser comme ça du jour au lendemain et décider que Madame Pécresse, c'est Madame Pécresse et l'IDFM qui décide de privatiser les transports publics. Il y a les bus, il y a le métro d'ici 10 ans, et on voit bien qu'elle n'a rien à foutre de nous. On voit bien qu'en Angleterre, ils ont privatisé le service public, on l'a bien vu, qu'est-ce que ça a donné? À 10 € le ticket, qui est capable de payer 10 € un ticket aujourd'hui? Personne. Il y a des petites mamies ou nos parents à nous, ils ne sont même pas capables de payer une baguette, mais on va leur faire payer un ticket à 10 €. À un moment donné, voilà, on est tous ensemble. Les usagers, tout ça, à un moment donné, il faut se mettre avec nous parce que non, il faut garder le transport public. Le transport public, il est garanti et on ne va pas payer plus cher les tickets. Et là, Madame Pécresse va revendre le ticket plus cher, comme le Navigo.
tout en sachant que les services publics faisaient partie, en tout cas historiquement, des acquis de la France qui faisaient sa fierté, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Hein. Elle était souvent enviée par rapport à cet acquis. Et bien sûr, les RATP c'est connu mondialement. Les RATP c'est un service public qui est connu mondialement en France. Et aujourd'hui on veut le revendre au plus offrant. On ferait comme un match de foot comme le PSG qui a été racheté par le Qatar. À un moment donné, il faut arrêter. À qui on va vendre les RATP à celui qui a le plus d'argent. Mais on en fin de compte, on n'a qu'à revendre. La France, au plus offrant, ce serait bien. On n'a qu'à privatiser tout le pays, comme ça on ne parlerait plus. Les RATP, c'est un symbole et on travaille dedans. Moi, ça fait 17 ans que je fais les RATP. Comment on peut revendre les RATP au plus offrant? Tout ça pour une question d'argent? À un moment donné, il faut revenir à la raison et arrêter cette ouverture à la concurrence qui est néfaste pour tout le monde. Ouverture à la concurrence qui ne permet pas forcément, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, un service correct aux personnes. Il n'y aura pas un service de qualité. Là où il y aura des bus, c'est là où il y aura du monde dedans, ce sera une question d'argent. Il faut savoir qu'aujourd'hui un bus quand il roule, ça roule parce qu'il y a des kilomètres à faire. 1 kilomètre, il est payé 5 € du kilomètre. Si les bus sont vides, mais il n'est pas rentable, on supprime les lignes. Alors, dans les campagnes, dans les banlieues, mais il n'y aura plus de bus. Et nous, on se bat aujourd'hui pour garder le service public parce que les gens payent des impôts, c'est pour avoir un service public. Ils ne payent pas des impôts pour avoir une boîte privée, je ne sais pas d'où, et les supprimer du jour au lendemain, les transports. Et il faut se battre jusqu'au bout. On est avec les intermittents du spectacle par rapport à ce Covid, et j'ai bien vu que les manifestants qui font sont en train de crever. Et on ne peut pas laisser des patrons voyous faire le beau, la pluie et le beau temps. Merci infiniment Ahmed pour ces quelques mots sur ce direct. Merci de nous avoir suivis sur ce direct ce matin, enfin ce midi plus exactement. Ça vous a permis d'entendre les versions de chacune et de chacun. J'essaye de voir si je peux avoir une autre personne en interview. Alors on peut dire que c'était une réussite ce matin, il y avait beaucoup de monde, beaucoup plus que ce que vous voyez là. Alors merci de vous respecter les uns les autres et de respecter ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour porter un jugement et vous non plus. Ici nous sommes là pour donner une information concrète, celle qui vous montre à quel point la difficulté est réelle aujourd'hui pour lutter pour les acquis sociaux, des acquis sociaux qui ont été obtenus après la Seconde Guerre mondiale et qui ont permis à la France de briller tant par ses avancées sociales. Je vais voir avec Anna si je peux l'avoir 2 minutes. Oui, je suis en direct. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots? On va se poser ici. On s'entendra un peu. J'ai discuté avec la jeune fille de l'AED, de leur lutte. Merci Anas de nous permettre d'avoir quelques minutes avec vous, avec toi. De rien. C'est super gentil. Que, franchement, on imagine que tu sois débordé parce que là, tu es en train de plier un petit peu. C'était quand même une réussite ce matin. Ouais, aujourd'hui, il y avait énormément de monde. Nous, moi, je suis cheminot, je suis à la SNCF. Et notamment depuis l'an dernier, c'est-à-dire depuis la réforme des retraites. Cette bataille contre la réforme des retraites, elle a une particularité. On disait notamment dans beaucoup de médias que c'était le retour un peu de la base. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une crise des directions syndicales, notamment avec l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Lorsqu'on a une émergence d'un mouvement comme les Gilets jaunes, des manifestations importantes contre les violences policières à l'appel du comité Adama ou autre, c'est que on comprend et on voit que les directions traditionnelles, politiques, syndicales sont en crise. En réalité, elles sont plus en capacité de lutter parce que pour X ou Y raison, des stratégies de la défaite, des négociations, certaines directions syndicales qui veulent négocier à tout prix le poids, moi comme je dis, le poids des chaînes. Et l'an dernier, on a constitué dans la bataille une coordination RATP SNCF.
C'était vraiment un truc auto-organisé, l'ensemble des assemblées générales de grévistes, RATP, SNCF, on se retrouvait et on a pensé ensemble un plan de bataille en fait, notamment durant la trêve, quand on a dit que les directions syndicales nous ont lâchés. Certaines avaient appelé à la trêve, Martinez avait dit rendez-vous le 9 janvier, et nous on était le 17 décembre et on a dit qu'on peut pas, on est en grève depuis quasiment 15 jours, et on est en train de nous dire rendez-vous dans 20 jours. Qu'est-ce qu'ils attendaient, qu'on tienne 20 jours comme ça dans le vent? Donc l'auto-organisation a fait qu'on s'est retrouvés, on a construit ensemble cette coordination, on avait fait des piquets tournants, on avait fait des actions à la CFDT, les gens je pense les ont vus, des manifestations le 26 décembre, on a été devant le siège de la République En Marche, on a fait énormément de Gare de Lyon, la fameuse action à Gare de Lyon, on a fait beaucoup de choses, et de ces liens-là, aujourd'hui, face à l'ouverture à la concurrence, pour nous, il n'est plus possible de lutter corporation par corporation. Pour nous, la lutte, elle doit se faire du tous ensemble, en fait. On a appris des erreurs du passé et aujourd'hui, le but, c'était de reconstruire quelque chose ensemble. Même si c'est la RATP qui est en première ligne, notamment vis-à-vis de cette fameuse LOM, loi d'orientation et de mobilité, nous, on considère que en 2018, la SNCF, quand s'est battue toute seule, elle a perdu. Et qu'aujourd'hui, si la RATP, elle se bat toute seule, elle va perdre. Et nous, on veut pas que la RATP perde. On veut que ça soit notre camp social, notre classe qui soit victorieuse. Donc, du coup, il y avait cette date-là qui n'est pas, c'est pas une grève reconductible, c'est pas la grève générale, elle a le mérite d'exister, mais il n'y avait pas de rassemblement. Et nous, on s'est dit, on va faire en sorte que le 17, devant un dépôt, pas devant des bureaux ou devant un ministère, devant nos dépôts, les endroits dans lesquels on travaille, on allait se retrouver. Et la preuve étant qu'il y avait des cheminots, des agents de Keolis, de la SAVAC, de la RATP, de l'énergie, de Monoprix et d'autres. Et on l'a vu, je pense, peut-être sur le live de Spoutnik aussi, les gens ont vu à quel point c'est un rassemblement de la base, quoi, de gens qui parlent et avec leur tripes, et non pas un rassemblement de dirigeants syndicaux qui viennent lire un papier qu'ils ont rédigé 2 jours avant dans un bureau. Là, on veut des choses concrètes, et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se passer à la rentrée. On espère que il y a des belles mobilisations autour de la question de la sécurité globale, contre la loi séparatisme, etc. Mais on sent toutes et tous, partout où on est, qu'il y a une certaine atonie encore. Il y a un peu de frayeur, il y a un peu de peur. Parce que c'est normal, la crise sanitaire, elle nous a toutes et tous frappés. Et on est un peu groggy dans cette période-là. On ne sait pas trop comment faire. On voit qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Mais en même temps, on ne voit pas trop les solutions. Et je pense qu'il va falloir que, dès la rentrée 2021, essayer de redémarrer en fait avec une puissance et une envie en fait de lutter toutes et tous ensemble contre, j'ai envie de dire, l'ensemble de l'œuvre du gouvernement. Que ça soit la sécurité globale, que ça soit le fait qu'il y ait 1 million de pauvres en plus, qu'il y ait 100 000 SDF en plus, qu'il y ait 900 000 chômeurs de plus. Il y a 500 plans sociaux aujourd'hui. 500 plans sociaux en France dus à la crise économique et la crise sanitaire. C'est dire à quel point il y a tellement de choses et que il va falloir qu'on se débarrasse, moi je le dis, de ces parasites, de cette élite, certains disent élite, oligarque, moi je l'appelle la classe bourgeoise. C'est celle qui vit du travail des autres, tout simplement. Elle vit du fait que toi, moi et les autres, on se réveille le matin, on produit des choses, sauf que nous, on en tire un salaire parfois très faible, et eux en tirent la plus grande plus-value alors qu'ils font rien du tout, quoi. Et la preuve étant aujourd'hui d'être devant un dépôt, on voit pas de bus passer. Parce que lorsque les gens ils sont en grève, ils te montrent une image frappante pour les dirigeants, c'est que sans eux, tu n'existes plus, tu ne sers à rien. Et qu'en fait tu n'es juste un patron, mais qu'un patron qui ne sait pas faire leur travail, et quand les travailleurs arrêtent de travailler, ils te montrent qu'ils sont capables en réalité de faire tourner la boîte mieux que toi quand tu es tout seul, tu ne peux pas faire tourner la boîte. Et c'est ça la réalité des piquets de grève et de la lutte. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on reprenne le chemin, en tout cas j'espère à la rentrée, d'une bataille, du tous ensemble avec nos camarades gilets jaunes, avec les amis, les frères et autres des quartiers populaires, le secteur du privé, du public, les chômeurs, les chômeuses et autres. Il va falloir qu'on bataille tous ensemble, non pas contre une réforme, non pas contre un seul projet de loi, non pas uniquement contre le gouvernement, mais avec l'idée de changer le monde. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui avec la crise sanitaire, ce n'est plus possible en fait Voilà quoi, moi j'ai 2 gamins, j'ai envie de leur proposer un avenir, et aujourd'hui moi j'ai 34 ans, l'avenir dans lequel je vis est de la merde, c'est merdique.
C'est une société du chômage, de la précarité, des crises sanitaires, des crises climatiques, des guerres, etc. Moi, j'ai pas avec mes enfants qui ont 8 ans et demi et 5 ans, dans 20 ans, je me dis, leur père, il a rien fait pour eux. Donc voilà, battons-nous, pour notre voisin et pour les générations futures, non pas uniquement contre Macron, mais pour les balayer tous. Et je pense que notre camp, il peut demain gouverner et décider beaucoup mieux. Et on saura à quoi faire de l'argent, on saura quoi faire dans des crises sanitaires. On donnera des masques aux gens, on mettra des lits supplémentaires, on partagera les richesses plutôt que de faire ce qu'ils sont en train de faire, à savoir n'importe quoi, mettre du scotch sur des rayons de librairie pendant que les RER sont bondés. Et puis derrière, on dit nous on est du côté des petits commerçants. Voilà, nous on est du côté des petits commerçants parce qu'on sait qu'aujourd'hui ils ont la corde au cou, parfois même au sens figuré comme au sens réel des choses. Il y a beaucoup de suicides, de tentatives et autres. Donc et ça, il faut avoir une pensée pour eux. Merci beaucoup. Merci Anas. On le voit aujourd'hui. Je vais juste résumer cette situation. Tu fais partie justement des visages, des nouveaux visages de la lutte, des syndicats. Justement, peut-être que ces syndicalistes d'autrefois sont un peu loin du terrain désormais. Et c'est pour ça que toi, tu représentes mieux la base. Je sais pas s'il y a des syndicalistes qui sont éloignés. Moi, je dirais qu'il y a une différence de discours. Moi, je suis militant chez Sudrail, mais je suis également militant politique au NPA, à Révolution Permanente, où on essaye d'avoir un discours qui est un discours inclusif. On n'est pas anti-syndical, loin de là. On est pour militer dans les... Moi, je dis que le syndicalisme, c'est un outil pour les travailleurs, ni plus ni moins. C'est pas pour pouvoir payer mon appartement comme Thierry Le Pan avait financé des travaux, on se rappelle en 2016, au moment de la loi El Khomri, il était en train de refaire son appartement et les toilettes. Enfin, à un moment donné, moi je suis l'anti ce syndicat-là, je suis anti-bureaucratie syndicale, contre celles qui pensent ses intérêts d'appareil, ses intérêts personnels, celle qui finit parfois comme Thierry Le Pan a été nommé secrétaire à la langue française par Manuel Valls. En 2016, Bernard Thibault a été élu responsable social pour les JO 2024, c'est-à-dire celle qui pense à ses intérêts d'appareil boutiquier, c'est-à-dire les élections, vote pour moi, je te vends une carte, etc. Moi je dis qu'on soit syndiqué ou non, peu importe le syndicat, en fait, on doit avoir une seule chose à l'esprit, c'est de lutter pour notre camp, c'est de lutter pour celles et ceux qui sont opprimés, exploités en fait. Peu importe est-ce que derrière ça va me ramener des pourcentages aux élections, peu importe est-ce que je vais avoir des adhérents en plus ou pas. Et c'est ça moi qui m'anime et c'est pour ça peut-être qu'à la différence, mon discours attire plus peut-être que le discours de certains grands dirigeants syndicaux, parce que ils parlent pour leur boutique. Et voilà, moi je suis fier d'être chez Sudrail. Il n'y a personne qui m'enlèvera ma fierté d'être militant syndical pour Sudrail. Mais nous on fait pas la boutique, la promotion d'une boutique. On dit nous on est là avec tout le monde en fait. C'est main dans la main en fait qu'on doit batailler. Et au-delà des syndicats, c'est l'ensemble des entreprises qui doivent demain se battre dans une société dans laquelle il y a 6,5 millions de chômeurs, 9,5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On ne peut plus se battre comme il y a des décennies uniquement pour maintenir un acquis social, un statut ou autre. Parce que moi j'entends le gars qui est au chômage et au fin fond de la Creuse qui depuis 5 ans n'arrive pas à trouver de métier, d'emploi. Je l'entends quand le mec il dit mais je comprends pas, moi déjà j'arrive même pas à trouver de boulot et lui il est en train de me casser les bonbons avec ses histoires de statut, de machin, de service public alors que moi j'arrive même pas à travailler. Et ben moi j'ai envie de dire, moi je vais pas sacrifier mon statut, mais je dois avoir à l'idée que vu que moi je suis beaucoup plus protégé, je dois aussi avoir dans la tête de lutter aussi pour lui. Et de lutter avec lui, en fait, et pas de le laisser seul. Et je pense que pendant des années et des années, les luttes malheureusement étaient corporatistes. On était là dans les gilets jaunes dès le début. Dès le début, on était aux côtés des gilets jaunes. On essayait d'appeler à la grève, d'appeler les cheminots, d'appeler un certain nombre de secteurs à venir rejoindre les gilets jaunes. Il y en a, ils disaient ouais, mais les gilets jaunes, ils étaient où il y a 5 ans, il y a 10 ans? Et aujourd'hui, parfois même, malheureusement, chez les gilets jaunes, ils disent ils étaient où les gens au moment des gilets jaunes? Je pense qu'il faut arrêter du chacun pour soi et faire du tous ensemble, en fait. Dans la prochaine période, on en a terriblement besoin. La bourgeoisie, elle est organisée, elle est coordonnée, elle a ses médias, sa police, ses avocats, sa justice. Elle est présente à l'Assemblée, au Sénat, etc. Ils sont forts, ils ont leur G7, leur G20. Nous, on doit se coordonner, on doit s'organiser. C'est central et c'est nécessaire. Si on veut faire quelque chose, si on veut faire bouger les choses, il est central de commencer
à s'organiser, se coordonner et de mettre un peu les guéguerres de chapelle, les guéguerres de boutique un peu de côté et commencer à penser c'est quoi notre plan de bataille, tout et tous ensemble pour faire changer les choses pour nous, et notre voisin et les générations futures. Je pense que c'est le seul truc qui doit nous animer en fait. Quel monde je dois laisser à mes enfants demain? Et moi j'ai pas envie d'un monde avec des Bolsonaro qui crament des pans entiers de l'Amazonie. J'ai pas envie de vivre des crises sanitaires du Covid-25. J'ai pas envie de vivre des guerres, des bombardements en Syrie, au Pakistan, en Afghanistan et ailleurs. J'ai pas envie de vivre encore dans ce monde-là. J'ai envie que ça soit notre camp qui demain commence à décider, commence à le faire. Et on l'a vu que dans l'histoire, et je pense notamment par exemple à la révolution russe en 1917, aux révolutions au Mexique, en Espagne, au Chili et ailleurs. À un moment donné, lorsque notre camp il s'est levé, il a commencé à lutter, on a vu qu'on a fait des belles choses et tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce aux mouvements sociaux, c'est grâce au mouvement ouvrier organisé lorsqu'il a lutté en 36, en 68, 95 et autres. C'est jamais le patron, c'est jamais la bourgeoisie qui nous a donné quelque chose. On voit la preuve. Ils essayent tout de nous récupérer tout. Ils essayent de nous récupérer le moindre centime qu'ils nous donnent. Et Macron, avec son quoi qu'il en coûte, lorsqu'il dit quoi qu'il en coûte, je vous le dis, hein, c'est pas lui qui ira à la tirette après. Hein. C'est nous qui allons payer. D'accord? Il l'a répété plein de fois. Regardez, j'ai dit quoi qu'il en coûte, et vont venir les mesures austéritaires. Comme ça a été en Grèce, comme ça a été en Espagne, comme ça a été dans les pays qui ont été frappés durement en 2008. Derrière, ils mettent l'argent. Cet argent-là, il va chez les patrons, dans les banques. Et après, on va te dire, tiens mon ami, voilà le ticket de caisse. Maintenant, il va falloir supprimer des articles du Code du travail. Il va falloir supprimer les services publics. Il va falloir faire un certain nombre de choses pour rembourser la crise. Et c'est contre tout ça qu'il va falloir se préparer dès aujourd'hui, en fait. Merci infiniment, Anas. Cette demande, merci. Cette demande d'union, cette demande de fraternité, aujourd'hui encore et toujours, Anas représente effectivement cette génération de syndicalistes courageux qui essayent sur le terrain de fédérer un maximum de manière à ce que chacune et chacun puisse faire évoluer son statut sans jamais oublier qui que ce soit. Merci infiniment, à très vite pour un autre direct. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.